la situation est très inquiétante au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Sommes-nous à la veille d'une troisième guerre mondiale? Je ne le sais pas, mais il est fort probable que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui entre l'Iran, Israël et les États-Unis d'Amérique est le début d'un chamboulement majeur qui va certainement déstabiliser l'ordre mondial. C'est le live. Partagez maximum, s'il vous plaît. La guerre a été déclarée. L'Iran a été attaqué aujourd'hui de façon brutale et très violente par les forces armées israéliennes et les forces armées américaines. Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique d'Iran, serait mort, aurait été assassiné. L'information qui avait été présentée ou affichée ou dévoilée au conditionnel par les autorités américaines, notamment par Donald Trump, vient d'être officiellement confirmée par Donald Trump en l'absence d'une réaction officielle et d'un commentaire officiel de la part des autorités iraniennes. Plusieurs dissidents et dirigeants iraniens auraient été assassinés aujourd'hui suite à des frappes et à des assauts lancés par l'aviation américaine et l'aviation israélienne notamment. On parle d'une décapitation du régime iranien. Est-ce vrai? Est-ce que c'est un épisode de la guerre d'information? Est-ce que c'est une cyberguerre d'information qui vise à déstabiliser et à affaiblir l'Iran? L'Iran qui a réagi de façon très dure et de façon assez violente, puisque des missiles, des dizaines de missiles ont été lancés sur plusieurs pays de la région, visant, selon les déclarations des autorités iraniennes, des bases américaines, des bases militaires américaines, mais en réalité, nous le remarquons, ces missiles iraniens, on touche pour le moment des cibles civiles, notamment aux Émirats Arabes Unis, où un hôtel à Dubaï a pris feu, ou à Doha, au Koweït, un aéroport au Koweït a été touché. Scène de panique sans précédent dans les pays du Golfe, qui nous rappelle la première guerre du Golfe à l'époque de l'Irak de Saddam Hussein, au début des années 90. À Tel Aviv, les missiles iraniens ont commencé à provoquer des dégâts considérables, impressionnants. Mais pour le moment, Israël ne reconnaît que quelques blessés. Qui va gagner cette guerre et quel sera l'impact de cette guerre sur l'Algérie, sur le Maghreb en général? Nous sommes là pour débattre avec vous et pour commenter cet événement qui va avoir un chamboulement, je dis bien, planétaire. Mehdi sur TikTok qui me dit on exige des excuses. Mehdi, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour présenter des excuses? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si j'ai fait mal à quelqu'un, je présente naturellement mes excuses. Mais où est le mal, mon cher ami? On va parler des conséquences, on va parler des enjeux de cette guerre. L'information principale qui reste à confirmer, c'est la mort de Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique de l'Iran, et le chef de file et le cerveau du régime iranien. Nous n'avons pas encore la confirmation officielle du côté américain. Ceci dit, ça me rappelle l'histoire de l'enlèvement et de l'opération militaire américaine au Venezuela contre Nicolas Maduro. Je vois mal, honnêtement, Donald Trump s'aventurer sur les réseaux sociaux ou en public, faire une déclaration publique et affirmer au départ, Donald Trump, le président américain, a dit au départ, nous avons des signes, nous pensons, nous avons des informations comme quoi il serait mort, il aurait été assassiné. Par la suite, 1 heure, 2 heures plus tard, à la fin de cette soirée, c'est pour ça que nous avons attendu 1 heure aussi tardive pour commencer le live, parce qu'on voulait absolument avoir la confirmation. Donald Trump, pour le moment, c'est Donald Trump.
c'est Donald Trump, le président américain, qui confirme la mort de Ali Khamenei. C'est une avancée majeure dans le conflit. Cela signifie que les États-Unis d'Amérique et Israël ont réussi à décapiter le régime iranien. Maintenant, allons-y doucement, on va beaucoup parler de l'Iran et on va essayer de faire le parallèle avec ce qui se passe au Maghreb, notamment en Algérie, parce que nous sommes algériens et maghrébins, ce qui nous intéresse aussi les impacts concrets. La mort de Khamenei ne signifie pas pour autant la chute du régime iranien. La décapitation du régime ne signifie pas son effondrement. Il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup d'études et de centres d'études qui ont lancé qui ont fait des analyses et qui suivent, et qui font des commentaires et des études de prospection et qui travaillent sur des scénarios potentiels de l'évolution de ce conflit. Ces centres de réflexion, ces think tanks ou ces experts sont tous unanimes pour adopter un ton prudent. La mort de Ali Khamenei ne signifie pas la chute du régime. Pourquoi? Le régime iranien, il a une spécificité importante. D'abord, c'est un régime qui est complexe. Ce n'est pas une dictature militaire, ce n'est pas une dictature civile, ce n'est pas un régime clanique basé sur un rapport de force permanent et un rapport de force harmonieux entre différentes composantes du régime. C'est une théocratie qui gouverne et qui domine un pays de plus de 80 millions d'habitants, pratiquement 80 millions d'habitants, si ce n'est pas plus. L'Iran a dépassé les 80 millions d'habitants et qui a édifié un régime qui lui est totalement fidèle et loyal. Je rappelle que l'Iran est une théocratie avec un système complexe. L'Iran, je rappelle, est un pays dominé par al-Marja'iyya, al-Marja'iyya Shi'iyya, al-Marja'iyya Diniya, le collège des religieux qui ont un rôle quasiment sacré aux yeux du chiisme iranien. Ce sont eux qui forment un conseil, un clan à part, et qui détermine les modalités de gouvernance du pays. Le président en Iran, c'est l'équivalent à peine d'un premier ministre. Toutes les prérogatives les plus importantes de l'État, les prérogatives régaliennes de l'État, sont entre les mains du guide suprême et de son entourage et des religieux qui composent le conseil religieux qui domine l'Iran. J'essaie en tout cas de simplifier la situation pour que vous puissiez bien comprendre. Donc en Iran, nous avons un système compliqué puisqu'il y a un conseil, il y a les religieux, c'est le sommet suprême du régime. Vous avez par la suite au lieu d'avoir l'armée, vous avez l'institut de l'armée classique et traditionnel, mais vous avez aussi les Bassidji, les Pasdaran, les gardiens de la révolution. Vous avez des institutions sécuritaires et militaires, voire des institutions paramilitaires qui détiennent un pouvoir élargi sur la société. On sait que entre 60 à 70% de l'économie iranienne est monopolisée ou dominée par des entreprises, par des commerçants ou par des commerces qui relèvent directement de l'autorité de ces institutions sécuritaires et paramilitaires qui ont aussi un rôle politique qui est de protéger le régime des mollahs, ce qu'on appelle le régime des mollahs, le régime iranien pour garantir sa pérennité. Donc la complexité du régime iranien fait en sorte qu'il a plusieurs couches. Il a plusieurs couches. En plus de l'armée, en plus des services de sécurité classiques, il y a des institutions paramilitaires, parasécuritaires qui ont un enracinement populaire très important et qui dominent 70% de l'économie iranienne, et ces institutions ont ce qu'on appelle une base populaire. Ils ont une base populaire importante parce qu'il y a beaucoup de personnes en Iran qui se nourrissent du régime, qui vivent du régime. C'est pour ça que le régime iranien, malgré toutes les crises qu'il a traversées, qu'il a subies, il arrive toujours à survivre, il arrive toujours à les surmonter. Parce qu'il a une base populaire solide, avec des institutions enracinées dans le pays, dans la population, qui détiennent des prérogatives régaliennes et qui détiennent des pouvoirs économiques importants. À mon avis, la mort de Khamenei ne va pas signifier pour autant l'effondrement du régime iranien. Maintenant,
comment le Maghreb va percevoir et comment l'Algérie va percevoir ce conflit. Je crois que le conflit, la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis d'Amérique, elle doit absolument nous interpeller, nous les Maghrébins, surtout les Algériens et les Marocains. Pourquoi? Auparavant, la guerre entre Israël et l'Iran, donc les États-Unis d'Amérique, Israël et l'Iran, était une guerre froide, était une guerre secrète, était une guerre diplomatique, était une guerre de réseau, une guerre d'influence ou une guerre indirecte avec ce qu'on appelle des proxys. Les Iraniens utilisaient Hezbollah ou Hamas ou les Houthis, les Israéliens attaquaient, s'en prenaient au Liban et à la Syrie, mais ne s'en prenaient pas directement à l'Iran. Donc, grâce à, il y avait une sorte de stratégie qui permettait aux deux puissances de ne pas s'affronter localement, ou de ne pas s'affronter directement plutôt. Elles s'affrontaient sur des terrains neutres et au détriment d'autres pays des voisins, d'autres pays voisins, notamment la Syrie et le Liban, la Palestine et un peu aussi l'Irak. Et c'est comme ça qu'il y a eu... Alors Mehdi, je vois pourquoi tu as dit que... Non, j'ai pas dit... Non Mehdi, j'ai pas dit qu'il n'y aura pas de guerre. J'ai dit qu'il y aura des attaques, mais il n'y aura pas de guerre à large échelle. Je reviens, Mehdi. Merci beaucoup pour la question. Barakallah, merci beaucoup. Je n'ai pas dit hier qu'il n'y aura pas de guerre frontale. J'ai pas dit qu'il n'y aura pas de guerre... j'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'affrontement. J'ai dit qu'il n'y aura pas de guerre comme la guerre du Golfe, avec une intervention. La guerre, c'est quoi la définition de la guerre? La guerre, c'est la conquête d'un territoire. C'est quand deux armées s'affrontent autour d'un territoire et la victoire d'un camp au détriment d'un autre est décidée selon la conquête d'un territoire. Ce qui a été le cas en Afghanistan, puisque les Américains ont envahi l'Afghanistan, l'ont occupé. Ce qui a été le cas avec les deux guerres du Golfe en Irak, puisque les Américains ont occupé l'Irak. Ça, c'était des guerres. Ça, c'est une guerre. C'est ce qui s'est passé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ça, c'était une guerre. C'est-à-dire, il y a un territoire qui est perdu entre deux belligérants. L'un des belligérants a perdu et l'autre belligérant a gagné en reprenant le contrôle d'un territoire. C'est ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. L'Iran, la guerre en ce moment, c'est un affrontement. Pour le moment, il n'y a pas d'opération terrestre. Les Américains ne vont pas occuper l'Iran, ne cherchent pas à occuper l'Iran. Pour le moment, c'est un affrontement, un conflit qui se contente des voies aériennes, je dis bien des voies aériennes, de l'aviation, c'est l'aviation qui entre en jeu, les drones, les missiles balistiques, c'est un affrontement. Les armées de terre et les marines des deux pays ne se sont pas affrontés. Moi, je parle de cette situation-là. Mais je l'ai dit hier, il va y avoir des affrontements, comme c'était le cas en juin de la guerre des 12 jours, en juin 2025, entre Israël et l'Iran. Ça a duré 12 jours. Mais c'était plus un conflit, c'était un affrontement militaire. Une guerre, c'est quand il y a une occupation de terrain. Quand il y a une occupation de territoire. Il ne va pas y avoir d'occupation du territoire. Et justement, c'est très intéressant pour nous les Maghrébins et les Algériens et les Marocains de regarder ce qui se passe. C'est ce que je crains, moi, entre l'Algérie et le Maroc. C'est qu'il n'y aura pas de guerre pour conquérir un territoire. Mais il y aura un affrontement militaire pour essayer de se neutraliser rapidement et de causer le plus de dégâts pour plier l'adversaire. C'est ça les nouvelles guerres à laquelle nous assistons aujourd'hui. Parce que les guerres de territoire sont en train de disparaître. On l'a vu avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La Russie, malgré qu'elle est une superpuissance nucléaire, balistique, elle est ultra forte, elle est ultra dominante. Mais la Russie n'a pas réussi à conquérir tout le territoire ukrainien. Elle n'a même pas réussi à conquérir toutes les régions russophones qu'elle voulait annexer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les guerres du territoire, elles sont aujourd'hui impossibles à gagner. Parce qu'il y a des guérillas, il y a les nouvelles façons de faire la guerre, notamment les drones, la guerre cybernétique, la cyberguerre, la guerre de l'information, la guerre de sabotage, et puis tous les belligérants aujourd'hui sont soutenus ou accompagnés par d'autres, par des alliés. Chacun des belligérants, il a des alliés. L'Ukraine, elle a réussi à stopper la Russie, qu'on le veuille ou non. Elle n'a pas infligé une défaite militaire à la Russie, mais elle a réussi à stopper la Russie. Les guerres de territoire, personne ne peut les gagner.
Parce que tu ne peux pas, aucune armée au monde aujourd'hui ne peut venir et conquérir un territoire rapidement et s'assurer de son contrôle. On l'a vu avec les Américains, on l'a vu avec les Américains en Afghanistan, on l'a vu avec les Américains en Irak. Aujourd'hui, il y a des nouvelles guerres qui se font. Ce sont les guerres d'affrontement. Ce sont les guerres courtes qui durent comme la guerre des 12 jours entre l'Iran et Israël en juin 2025. Et les moyens d'affrontement, les terrains d'affrontement seront essentiellement l'aérien, l'aviation, les drones, les missiles balistiques, la cyberguerre, les médias, etc. Ça dure 10-15 jours et le gagnant, le victorieux ou celui qui va être proclamé gagnant est celui qui va réussir, je dis bien, est celui qui va réussir à atteindre ses objectifs. Dans le cas de l'Iran et d'Israël, Israël ne veut pas envahir l'Iran. L'Iran ne veut pas envahir Israël. Israël veut faire tomber le régime iranien. Le régime iranien veut neutraliser Israël et l'empêcher, se protéger contre Israël et justement l'empêcher de faire tomber, de provoquer un changement de régime au sein de l'Iran. Donc le gagnant en juin 2025, tous les experts étaient d'accord pour dire qu'on ne sait pas qui a été le gagnant. Mais la Benesh qui a été le gagnant en juin 2025. Il y a eu une supériorité technologique et militaire de la part d'Israël. Les Israéliens ont dominé le ciel iranien. Ils ont éliminé les batteries et les systèmes de défense antiaérienne de l'Iran. Ils se baladent dans le ciel iranien comme ils le veulent. Il y a le soutien américain, bien sûr. Ils s'attaquent, ils ont éliminé un nombre important de hauts responsables du régime iranien. Donc on pourrait dire qu'ils ont gagné, qu'ils auraient gagné sur le papier, sauf qu'Israël n'a pas atteint son objectif. L'objectif d'Israël, faire tomber le régime iranien et neutraliser le programme nucléaire. Les Iraniens, par contre, ils ont perdu, parmi leurs grands échecs, c'est qu'ils ont perdu énormément de pertes, ils ont essuyé beaucoup de pertes civiles et militaires, ils ont perdu beaucoup de leurs hauts responsables, mais d'un autre côté, ils ont réussi à inonder le ciel israélien par des dizaines de missiles, ils ont tué une trentaine d'Israéliens. On le voit avant de commencer ce live, Tel Aviv, encore une fois, a brûlé. Il y a des quartiers de Tel Aviv, il y avait des dégâts matériels importants. Et quand l'Iran arrive à semer la panique en Israël, à semer la terreur en Israël, pour elle, c'est une victoire. Maintenant, ce qui va changer, c'est la confirmation de la mort de Ali Khamenei. Si Ali Khamenei est mort, là on pourrait dire qu'Israël a gagné vraiment, ou les États-Unis d'Amérique et Israël ont gagné une bataille très précieuse. Mais les guerres aujourd'hui, encore une fois, ce ne sont pas des affrontements terrestres. Quelqu'un sur TikTok, tu te trompes et me dit entre Mohamed qui me dit sur TikTok, tu te trompes, le Pakistan, l'Afghanistan est une guerre terrestre. Pas du tout. Le Pakistan a lancé des attaques. D'abord, c'est deux pays complètement différents. Les talibans, c'est une milice, même pas une armée. Le Pakistan est une armée nucléaire. Mais le Pakistan n'est pas rentré sur le sol afghan pour prendre des régions entières de l'Afghanistan et pour renverser les talibans. Il ne l'a pas fait. Pour le moment, c'est des frappes au niveau des frontières, au niveau des zones frontalières. C'est comme entre le Cambodge et la Thaïlande. C'est comme ce qui s'est passé l'année dernière entre le Pakistan et l'Inde. Il n'est pas possible d'avoir des guerres terrestres. Parce que tout le monde peut résister. Aujourd'hui, le développement des technologies militaires, le développement des tactiques militaires et le développement des armes permet à n'importe quel petit pays de résister à un grand pays et de lui infliger des pertes importantes. Donc ce n'est pas une guerre terrestre, ce ne sera pas une guerre de territoire. Les guerres d'aujourd'hui, ce sont des guerres autour d'objectifs. Et ce qui se passe entre Israël et l'Iran pourrait se produire entre beaucoup de pays, notamment entre l'Algérie et le Maroc. Pourquoi? Parce qu'entre Israël et l'Iran, les tensions étaient uniquement diplomatiques, c'était des guerres les tensions étaient entre l'Algérie et le Maroc ne sont pas comparables, attention, je précise, les tensions entre l'Algérie et le Maroc ne sont pas comparables aux tensions entre l'Iran et Israël. Ça, pour être tout à fait honnête, on ne peut pas faire le parallèle. Mais le conflit israélo-iranien est un cas d'école. Voilà comment, quand un conflit, quand une guerre froide et diplomatique dure très longtemps, et quand les tensions s'accumulent, ça peut exploser et ça peut donner lieu à une guerre directe.
il y a un affrontement militaire. C'est ce qu'on peut craindre au Maghreb. Sauf que Israël et l'Iran, il n'y a pas de frontière commune. Entre Israël et l'Iran, vous avez la Jordanie, vous avez l'Irak, vous avez donc la Syrie. Donc il n'y a pas de frontière commune. Entre l'Algérie et le Maroc, il y a une frontière commune. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous les Maghrébins, on doit tirer les leçons. Il vaut mieux quand il y a des guerres diplomatiques et des guerres fratricides médiatiques, et quand il y a de fortes tensions diplomatiques, et quand il y a des fortes rivalités, quand il y a la haine qui s'installe, il vaut mieux trouver un compromis trop rapidement avant de voir la situation se dégénérer potentiellement, faire un affrontement militaire. Et c'est un risque très élevé. C'est un risque très élevé. On le voit aujourd'hui. Regardez ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo en Afrique, par exemple, entre l'Érythrée et l'Éthiopie, quand il y a des fortes tensions diplomatiques, etc. S'il n'y a pas un compromis, s'il n'y a pas des négociations qui ramèneront le bon sens et le calme, on peut aller malheureusement vers un affrontement militaire. Israël, elle a des objectifs naturellement assumés. Les Israéliens, encore une fois, veulent empêcher que l'Iran se dote de la bombe nucléaire. Ils veulent faire tomber le régime iranien. Donc, ce sont des objectifs assumés. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire le parallèle entre le conflit entre Israël et l'Iran avec le conflit entre l'Algérie et le Maroc. Mais ce qu'il y a d'inquiétant, encore une fois, c'est que Israël a voulu empêcher les négociations pour un accord diplomatique entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Et c'est qu'Israël, elle a pesé de tout son poids pour entraîner les États-Unis d'Amérique dans ce conflit. En réalité, dans le monde aujourd'hui, quand il y a deux pays qui se détestent, qui se méfient, qui se haïssent, il y a d'autres acteurs régionaux qui entrent en jeu pour les entraîner vers la guerre. Et donc, une tension diplomatique ou une guerre froide, elle peut aboutir rapidement à une confrontation militaire. Ça, vraiment, il faut qu'on tire la leçon rapidement. On tire la leçon rapidement. Les Iraniens et les Israéliens n'ont pas voulu négocier, n'ont pas voulu faire des compromis. Chacun a campé sur ses positions. Peu importe qui a raison, qui a tort. Hein. Nous, on fait de l'analyse parce que on va pas faire du journalisme de l'épicerie ou du journalisme alimentaire. On va pas dire l'Iran est plus fort qu'Israël, l'Iran a la raison. Non, on fait pas de la morale. Non, on est en train de faire de l'information. Il ne s'agit pas de dire qui a eu raison, qui a eu tort. Il s'agit d'expliquer une situation. C'est qu'aujourd'hui, le monde est traversé par de très fortes tensions diplomatiques et que ces tensions diplomatiques et ces guerres froides, auparavant, entre les États-Unis d'Amérique, à l'époque de la guerre froide, entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, c'est resté une guerre froide. La confrontation militaire a été évitée parce qu'il y avait un accord tacite pour ne pas franchir une certaine ligne rouge. Aujourd'hui, malheureusement, il y a plus cet accord tacite, il y a plus cette ligne rouge, et l'accumulation, encore une fois, des tensions diplomatiques, et en plus l'emprise des réseaux sociaux, la haine qui est véhiculée par Internet, les guerres médiatiques, les guerres psychologiques, et provoquent rapidement une aggravation des tensions qui peuvent mener vers une confrontation militaire. Et ça, c'est inquiétant. Sarahatan, c'est inquiétant. Alors, il y a un impact politique sur le Maghreb. Maintenant, après cette guerre, l'Algérie qui, on va dire, appartient au front du refus, qui refuse la normalisation avec Israël, naturellement, elle est en train de suivre de près ce conflit. Parce que l'effondrement du régime iranien permettra à Israël de se débarrasser définitivement de ses adversaires dans la région. Dans le monde musulman, il faut dire la vérité, il n'y a que deux pays qui disent non à Israël, qui disent non ouvertement à Israël, qui criminalisent ouvertement Israël, qui diabolisent ouvertement Israël. C'est l'Iran et l'Algérie. On ne va pas parler du Yémen et du Houthi, c'est un pays divisé, la guerre civile, quasi inexistant, etc. Le Soudan, il est quasi inexistant. Mais les deux pays du monde musulman qui disent non à Israël et qui disent non, qui refusent la normalisation et qui utilisent même
la lutte contre Israël, ou comment dirais-je, qui font de leur politique anti-israélienne, de leur soutien à la cause sacrée palestinienne comme un élément fondamental de leur politique interne et de leur légitimité nationale, après l'Iran, c'est l'Algérie. La disparition du régime iranien, si elle se produit, et encore une fois, elle n'est pas certaine, ce n'est pas acté que le régime iranien pourrait s'effondrer. Mais s'il s'effondre, le front du refus, il restera que l'Algérie. Donc l'Algérie va devoir s'expliquer et va devoir essayer de gérer un nouvel ordre mondial où elle sera dans le monde musulman le seul pays qui est anti-israélien ouvertement. De l'autre côté, le Maroc, si le régime iranien chute, le Maroc va se frotter les mains, puisque le Maroc, il est allié avec Israël, c'est un allié militaire, il fait partie des accords d'Abraham, il fait partie d'un axe stratégique qui regroupe Israël avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn, etc., qui forment un bloc autour d'Israël, qui sont des pays très anti-iraniens. Et le Maroc est l'un des pays les plus fervents défenseurs d'une normalisation des relations diplomatiques, voire d'un partenariat stratégique avec Israël. Si Israël gagne, le Maroc va bomber le torse, il va afficher des ambitions importantes, il va se sentir renforcé dans ses choix politiques et dans ses orientations politiques. Sauf que c'est le contraire qui se produit. Si c'est Israël qui perd la guerre, et c'est très peu probable que l'Israël perde la guerre, dans le sens où Israël a le parapluie américain. Il ne faut pas s'attendre à ce que les Iraniens peuvent causer beaucoup de dégâts en Iran, les Iraniens plutôt peuvent causer beaucoup de dégâts en Israël, ils peuvent vraiment détruire pas mal de cibles, provoquer quelques dizaines de morts, mais les Iraniens n'ont pas les moyens, par exemple, de tuer Netanyahu. Ils n'auront pas les moyens, sauf surprise générale. Sauf surprise générale, je dis bien, sauf qu'au théâtre, les Iraniens ne pourront pas détruire et neutraliser, par exemple, les décideurs israéliens de premier plan. Par contre, les Iraniens peuvent gagner la guerre à travers ce qu'on appelle la guerre de l'usure. Qu'est-ce que c'est que la guerre de l'usure? C'est-à-dire les Iraniens, ils ont une stratégie très claire. C'est, je bombarde Israël, j'utilise tous mes missiles, je sème la terreur, je vais encaisser plus de pertes civiles et militaires, mais je vais réussir à fatiguer les Israéliens. L'Iran, c'est un pays beaucoup plus peuplé, beaucoup plus important que l'israélien. L'économie iranienne, elle est déjà à bout, mais elle est résiliente. La population iranienne, elle est habituée à l'embargo, à la résilience, etc. C'est pas le cas de la population israélienne qui est attachée à la prospérité, qui est attachée à la paix, etc. Si cette guerre dure plus d'une semaine, plus de 10 jours, les boucliers antimissiles israéliens pourraient montrer des défaillances, les munitions d'Israël pourraient manquer cruellement, et le moral de la population israélienne pourrait être ébranlé, et l'économie israélienne va perdre énormément d'argent et de points de croissance et le pays sera déstabilisé, appauvri. Le ciel israélien sera saturé parce qu'il n'y aura plus de liaisons aériennes. Israël donc pourrait vraiment être avec l'usure, hein, au bout d'une guerre d'usure, elle pourrait être affaiblie et déstabilisée. C'est complètement possible. Et ça, c'est l'Iran qui va gagner. Parce que si le régime iranien, malgré Khamenei, soit assassiné, s'il ne tombe pas, et s'il ne fait pas de grandes concessions, et si au bout de 10-15 jours, il arrive à fatiguer les forces militaires israéliennes, notamment les systèmes antiaériens, et s'il arrive à causer des dégâts et à provoquer des explosions dans les plus grandes villes israéliennes, l'Iran peut sortir, si c'est pas vainqueur, ex aequo, au moins va sauver l'honneur. Et là, c'est Israël qui va reculer. C'est son prestige, c'est le mythe de sa toute-puissance, et c'est la supériorité militaire et technologique d'Israël qui ne sera pas établie de façon absolue. Et là, l'Iran pourrait gagner. Si l'Iran gagne, le Maroc et les alliés d'Israël dans la région seraient dans une situation inconfortable, voire même très désagréable, d'abord auprès de leur population,
Parce qu'auprès de leur population, les gens vont demander des comptes, ils vont se dire la population marocaine n'est pas totalement favorable à l'alignement systématique du Maroc sur les positions israéliennes. Les populations dans plusieurs pays musulmans, même si l'Iran est un pays chiite, et Dieu sait qu'il y a des divergences importantes entre les chiites et les sunnites, sauf qu'on voit bien que les Israéliens, quand ils bombardent, ils tuent des enfants. On a vu une école à Téhéran qui a été totalement ravagée, etc. On voit que la guerre a fait beaucoup de pertes civiles, de victimes civiles, etc. Et que les opinions publiques arabes peuvent se solidariser avec l'Iran, même si l'Iran attaque et lance des missiles sur les capitales arabes comme Abu Dhabi, comme le Koweït, comme Bahreïn, comme Doha, etc., au risque de provoquer des morts civiles et au lieu de s'attaquer à des cibles militaires américaines comme c'est annoncé par les autorités iraniennes. Mais il est possible que cette guerre d'usure, que l'Iran mène une guerre d'usure. C'est-à-dire, je résiste, le régime ne tend pas, la population ne se révolte pas contre le régime, l'armée iranienne, elle perd beaucoup, elle essuie beaucoup de pertes, mais elle a une capacité de riposte. La riposte, elle est toujours là. L'Iran, selon les experts, selon les notes des experts les mieux renseignés, les plus informés en ce qui concerne les questions, les questions de militaires et les questions de défense nationale, l'Iran a un stock important de missiles, notamment des missiles qui peuvent faire 2000 km. Et donc, ils peuvent atteindre tout le territoire israélien. Tout le territoire israélien. Donc, il est complètement possible que l'Iran résiste très longtemps, et si elle résiste très longtemps, elle va épuiser Israël, et elle va épuiser l'économie israélienne, et puis les États-Unis d'Amérique ne feront pas d'intervention militaire. Il n'y aura pas d'intervention militaire terrestre. C'est de cela dont je parlais hier. Il n'y aura pas d'intervention militaire terrestre. Les Américains ne vont pas envoyer des soldats pour occuper le sol iranien. Et là, je peux parier avec vous tout ce que vous voulez. Donc l'Iran a une chance de gagner si elle résiste, si le régime iranien résiste. Maintenant, le régime iranien est un régime opaque. On n'a pas une idée précise sur sa capacité de résistance. Est-ce qu'il peut résister au bout de 15 jours après la mort de Khamenei? Parce que dans la guerre des 12 jours de juin 2025, le leader du régime n'a pas été décapité, n'a pas été assassiné, n'a pas été neutralisé. Là, on est dans une situation complètement différente. Il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs scénarios qui peuvent se dessiner sous nos yeux, et tous les scénarios auront un impact direct sur le Maghreb. L'impact le plus dangereux reste l'impact économique. Alors, si l'Iran bloque, comme elle le dit, le détroit d'Ormuz, qui est le détroit entre le sultanat d'Oman et l'Iran, par lequel passe 20% du pétrole mondial, et par lequel passe 10% du gaz mondial, notamment le gaz qatari, le GNL, qui permet à l'Union, qui fournit du gaz à l'Union européenne, à pas mal de pays de l'Asie du Sud-Est. On va assister à une augmentation du prix du baril du pétrole et à une augmentation du prix du gaz. On a vu déjà le baril du pétrole est déjà à 72 $. Pour le moment, l'effet de cette première journée de la guerre, il est très limité. Pour une raison simple, on peut parler d'un emballement des prix du baril du pétrole quand ça dépasse les 80 $. Les dirigeants algériens pensent qu'ils pourront se frotter les mains. Et les Algériens pensent qu'avec un prix du baril du pétrole qui explose, on peut gagner beaucoup de revenus en devises et on peut vivre le même scénario qu'on a vécu à l'époque de l'Ukraine, lors de la guerre de l'Ukraine. Sauf que, je rappelle que quand le prix du baril du pétrole explose et augmente, comme lorsque le prix du gaz explose et augmente, je rappelle, il y a déjà l'inflation importée. Ça veut dire que tout ce que nous allons importer depuis l'étranger va augmenter. Les prix du blé vont augmenter, les prix des équipements industriels vont augmenter, les prix du textile vont augmenter, les prix des matières premières agricoles, vont augmenter, tous les prix des produits importés vont augmenter. Et nous allons subir une inflation comme nous l'avons vécu lors de la guerre en Ukraine, lors de la première année de la guerre en Ukraine en 2022 et la deuxième année en 2023, une inflation en Algérie entre 9 et 10%. Et concernant les produits agricoles, par exemple, qui dépendent des matières premières agricoles importées, on peut avoir une inflation de 24 à 25%. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Il faut arrêter de croire qu'en Algérie, un prix de baril très fort est forcément une bonne nouvelle. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est une bonne nouvelle quand l'Algérie, si en profiter, elle réalise des investissements importants et elle maîtrise sa facture des importations.
Or, aujourd'hui, on n'est pas un pays de 30 millions d'habitants. Au début des années 2000, l'Algérie elle a beaucoup profité de l'augmentation des prix du baril du pétrole et du gaz parce qu'on n'était pas une population nombreuse. Aujourd'hui, on est presque 50 millions d'habitants. On n'est pas 30 millions d'habitants ou 35 millions d'habitants comme au début des années 2000. On est 48 millions d'habitants, presque 50 millions d'habitants, avec une production nationale très faible. Donc il y aura une inflation importée qui sera galopante. Ne croyez pas, ne faites pas l'erreur de croire qu'un baril de pétrole élevé, que le prix d'un baril de pétrole élevé fera les affaires de l'Algérie. Ce n'est pas du tout le cas. L'Algérie, par le passé, elle en a profité parce qu'elle a eu des réserves de change, elle a eu des importations plus ou moins régulées parce que la population n'était pas, mais à partir de n'était pas aussi nombreuse qu'aujourd'hui. Mais depuis 2014, depuis le boom démographique 2013-2014, qui a coïncidé avec la première chute du prix, avec la crise des prix du pétrole de 2014-2016, on n'a plus le contrôle sur nos importations parce qu'on a une population avec une consommation intérieure très importante. Très importante. Et je rappelle que l'Algérie, elle ne risque pas de profiter beaucoup d'un prix de baril de pétrole très élevé, puisque nous avons comment on appelle ça? Nous avons une capacité d'exportation qui est faible. On n'exporte pas beaucoup. On exporte dans les 400-500 000 barils par jour. C'est très peu. Pour profiter d'un baril de pétrole très fort, il faut exporter 1 million à 1,5 million. Donc, ça ne fera pas vraiment nos affaires. D'ailleurs, moi, je ne suis pas sûr que le prix du baril du pétrole va dépasser les 80 $. Je pense que dans cette guerre, les Saoudiens et les Américains vont intervenir pour augmenter leurs quotas de production afin d'équilibrer et de rassurer le marché mondial. Je le pense honnêtement, et je ne crois pas que la fermeture du détroit d'Ormuz sera une chose facile à faire pour les Iraniens. Je crois que les Américains ont dépêché toute leur flotte militaire la plus importante, justement pour protéger ce détroit et pour empêcher que les Iraniens ne le ferment définitivement. Je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. Je vois mal comment les Américains vont laisser le détroit d'Ormuz fermé et monopolisé par les Iraniens. Voilà, mesdames et messieurs, les grands enjeux. Les grands enjeux de cette guerre. C'est une guerre. Alors, Trump, j'ai vu une question qui a été épinglée sur TikTok, mais elle a été trop rapidement. On va passer à des questions-réponses. Je voulais vous donner une analyse globale, l'impact sur l'Algérie, sur le Maghreb. Et ce conflit-là, encore une fois, l'Algérie, elle est dans un camp, le Maroc est dans un autre camp. Il aura un impact sur les relations algéro-marocaines. Et encore une fois, je le répète, la principale leçon, elle est géopolitique. Quand on a les fortes tensions diplomatiques et les fortes tensions entre la guerre ouverte, une guerre froide, et une guerre diplomatique, aujourd'hui, elle peut dégénérer en affrontement militaire. C'est la première leçon que l'on peut tirer du problème entre Israël et l'Iran. Quand on a une véritable guerre aussi froide, aussi tendue, etc., il faut absolument trouver des solutions à travers le compromis, le dialogue. Quand il n'y a pas de négociation, quand la diplomatie échoue à régler les problèmes, les armes peuvent parler très rapidement aujourd'hui. C'est fini ce monde où les guerres froides restaient que froides, où elles restaient limitées avec une ligne rouge, elles ne dépassaient pas une ligne rouge, elles n'allaient pas vers l'affrontement militaire. Aujourd'hui, les guerres froides et les fortes tensions diplomatiques peuvent provoquer un affrontement militaire. Et c'est le plus grand danger, la plus grande leçon que l'on doit tirer, parce que c'est le danger qui va guetter le Maghreb. Il y aura des conséquences économiques importantes, avec éventuellement un emballement des prix énergétiques, et une inflation mondiale qui peut être provoquée par cette guerre, et un nouvel ordre international qui va se dessiner, parce qu'éventuellement la chute du régime iranien, elle va bousculer le monde musulman, et le front du refus, le pseudo-front du refus, ou le fameux front du refus qui existait jusque-là, et en perdant l'Iran, il n'y aura que l'Algérie, ça va vraiment s'effondrer. Comment on va réagir maintenant si Israël gagne cette guerre? Elle va imposer une supériorité militaire et technologique, une domination politique très effrayante, très effrayante.
Avec le parapluie américain, bien sûr, Israël va peut-être être le seul pays qui a gagné toutes ces guerres durant ce dernier siècle. Même si on peut dire que la guerre du sud du Liban a été beaucoup plus une défaite pour elle, parce qu'elle s'est retirée du sud du Liban, mais force est de constater qu'elle a gagné pratiquement toutes les guerres. Et si Israël gagne encore cette guerre, elle va imposer, mais vraiment, une domination effrayante. Une domination effrayante. Et là, l'Algérie devra vraiment se poser des questions. Est-ce qu'on peut continuer à mener cette politique anti-israélienne? Est-ce qu'on peut résister tout seul? Est-ce qu'on ne doit pas faire revoir notre politique extérieure? Est-ce qu'on ne pourra pas peut-être trouver un compromis? Comment l'Algérie va se repositionner dans ce nouveau monde? Ça, c'est l'Iran s'effondre. C'est le régime iranien s'effondre. C'est un cas de figure, encore une fois, qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Il n'est pas encore d'actualité. Même si Khamenei est officiellement annoncé et mort, le régime iranien peut encore survivre. D'ailleurs, on ne sait pas qui pourrait le remplacer, au cas où sa mort est annoncée officiellement. Ensuite, il faut savoir comment son remplaçant va réagir ou va interagir avec les États-Unis d'Amérique et Israël pour trouver un accord de paix. Le patron sur TikTok, il nous dit, Abdou, pourquoi l'Algérie ne condamne pas les attaques iraniennes sur le monde arabe? Bon, c'est une bonne question. Condamner ces attaques-là serait peut-être interprété comme étant aussi une caution accordée à l'agression israélienne contre l'Iran. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Israël et les États-Unis qui ont agressé les premiers. Il ne faut pas inverser les rôles. Les Iraniens officiellement affirment attaquer des pays qui abritent des bases militaires américaines et affirment qu'ils attaquent les bases militaires américaines. Sauf qu'on le voit effectivement que ces attaques iraniennes ne touchent pas les bases militaires. Elles touchent autre chose. Elles touchent des cibles civiles comme un hôtel par exemple à Dubaï. C'est très difficile de se positionner dans cette affaire, franchement. Moi, j'aurais été au pouvoir en Algérie, j'aurais dénoncé les deux. J'aurais dénoncé l'agression israélienne et j'aurais dénoncé les attaques contre les pays arabes. J'aurais dénoncé les deux, comme ça j'aurais une position neutre. Parce que les Iraniens, ils ont le droit de se défendre. Ils ont complètement le droit de se défendre, mais c'est pas en attaquant un hôtel à Dubaï qu'ils vont se défendre. J'ai l'impression qu'on répète les mêmes. Pourquoi je pense que l'Iran est beaucoup plus proche de la défaite que de la victoire? Parce que rappelez-vous, lors de la première guerre du Golfe, Saddam Hussein faisait la même chose. Il lançait des attaques contre des pays arabes lors de l'invasion du Koweït et ça touchait pas vraiment des bases militaires. Ahmed, tu penses que la relation entre Arabie Saoudite et les Émirats vont connaître un réchauffement? Absolument. Absolument. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite vont enterrer leurs divergences et vont s'unir. Il faut vraiment, il n'y a qu'en Algérie où on a exagéré le poids des divisions et des tensions entre Abu Dhabi et Riyad. On a vraiment exagéré le poids des divisions entre Abu Dhabi et Riyad. Il y a eu des divisions à cause du Yémen, il y avait des divergences à cause du Yémen, mais aujourd'hui, il faut savoir que les monarchies du Golfe sont sunnites, qu'elles sont toujours solidaires et que leur instinct de survie, que leur besoin de survie les pousse à rester solidaires et à empêcher ce que l'Iran ne domine la région. Il faut savoir que si l'Iran gagne cette guerre, qui sera menacé demain? C'est les monarchies du Golfe. On le vient pas parce que les monarchies du Golfe, elles ont beau être riches, prospères, elles ont de l'argent, du tourisme, des affaires, des villes modernes, mais elles ne peuvent pas se protéger. On voit bien que le Bahreïn, le Qatar, les Émirats, si les Iraniens veulent les attaquer ou les envahir, ça va se faire très rapidement. Et si l'Iran gagne la guerre ou résiste, le régime iranien va avoir une influence très importante. Sur la péninsule arabique, il y a beaucoup de chiites. En Arabie Saoudite, il y a des chiites. Au Bahreïn, il y a des chiites. Au Yémen, il y a des chiites. Ensuite, en Oman, il y a des chiites. Même le chiisme peut prospérer aux Émirats aussi, et au Qatar, etc. Et la peur atroce, la peur profonde, notamment des Émirats arabes unis et de l'Arabie Saoudite, est de voir l'Iran imposer une hégémonie régionale. Il faut savoir que cette guerre Iran-Israël, il y a aussi une sous-guerre qui est entre les monarchies du Golfe et l'Iran. Et malgré l'accord de paix entre l'Arabie Saoudite et l'Iran en mars 2023, sous l'égide et sous le parrainage de la Chine, c'est un accord de paix qui peut ne pas tenir. Parce que les Saoudiens n'accepteront jamais que les Iraniens imposent leur supériorité.
Ça va rendre un équilibre de force. Un régime iranien trop fort, c'est un régime qui peut menacer les monarchies du Golfe, qui peut booster et encourager les révoltes chiites dans toutes les monarchies du Golfe, et qui peut renverser les monarchies du Golfe. Donc les Saoudiens et les Émiratis ne peuvent que se réconcilier et enterrer, ne peuvent que se mettre... ils sont sur le même front parce qu'ils sont dans la même marmite. Ils sont dans la même marmite. Ils sont exactement dans le même... Ils sont tous les deux confrontés aux mêmes risques et aux mêmes menaces. Je vois que vous êtes très nombreux aujourd'hui, la guerre vous inquiète. J'ai essayé d'être le plus pédagogue possible. J'ai essayé d'être le plus expliqué. Alors sur YouTube, Ahmeda, Paris nous dit l'Iran qui gagne devant les USA et les Israéliens, je rêve. Alors, je dis pas contre l'Iran, le scénario où l'Iran gagne, ça veut pas dire que les Iraniens vont faire couler des porte-avions américains, ou faire couler ou assassiner ou neutraliser Netanyahou, ou détruire le siège du Mossad, ou détruire le siège de l'armée, ou détruire toutes les batteries antiaériennes israéliennes, etc., ou le dôme de fer, non. L'Iran, sa victoire, le régime iranien va gagner s'il ne s'effondre pas. Si après la mort de Khamenei, après la destruction de pas mal de cibles militaires et d'installations militaires, et après la mort de plusieurs de ses chefs militaires, et le régime iranien tient debout et arrive à riposter, pour l'Iran, c'est une victoire. Parce que là, c'est David contre Goliath. Attendez, les rapports de force ne sont pas du tout équitables. Là, on parle, l'Iran n'a pas le même statut militaire que Israël et que les États-Unis d'Amérique. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier Israël des États-Unis d'Amérique. Certes, Israël est une puissance militaire régionale, mais le parapluie américain permet à Israël de gagner beaucoup de guerres. Si Israël devait mener ses guerres toute seule sans le parapluie américain, ça aurait peut-être changé la donne. Mais l'Iran, s'il résiste, le régime iranien résiste, et il ne va pas tomber, il ne va pas s'effondrer, ça peut être interprété comme une victoire importante pour l'Iran. Ça veut dire que l'Iran est un régime solide, un dur à cuire, qu'il restera comme une pierre dans la sandale d'Israël et des États-Unis d'Amérique. Donc moi je te fais mon mleh. Mohamed sur TikTok il nous dit ça profite à Trump que le baril augmente car il va pouvoir vendre le pétrole vénézuélien. C'est pas aussi sûr. N'oublie pas Mohamed qu'un baril qui monte c'est aussi une inflation importante aux États-Unis d'Amérique. Et que le problème aujourd'hui de Donald Trump, c'est comment réguler l'inflation. Et que le pouvoir d'achat des Américains et des consommateurs américains est une préoccupation majeure pour Donald Trump. C'est pas sûr. Moi, je pense que, je dirais plutôt d'après les prévisions, d'après les experts que je juge, moi, les plus crédibles et les mieux informés, c'est qu'il y aura une stratégie américano-saoudienne pour bloquer les prix du baril de pétrole à moins de $80. Parce qu'au-delà de $80, c'est vrai que les compagnies, le pétrole de schiste américain va en profiter aussi parce qu'il va être vendu. Mais l'inflation aux États-Unis, c'est un énorme problème. On oublie aussi que le plus grand perdant dans cette histoire, c'est la Chine. Rappelez-vous, hier, je vous l'ai dit. Je vous ai dit que Donald Trump veut affaiblir la Chine. Il veut cibler la Chine à travers l'Iran. Il ne fait pas la guerre à l'Iran juste pour l'Iran. Ou juste contre le régime iranien. Il cible aussi la Chine. Pourquoi? Pour la Chine, le pétrole iranien, c'est 15% de sa consommation. Et le pétrole iranien, il est vendu à la Chine 10 à 15 dollars moins cher, entre 10 et 12 dollars moins cher que le baril qui est vendu sur le marché mondial. Un pétrole iranien qui peut plus parvenir à la Chine sera obligée de l'acheter plus cher ailleurs. On dit que d'après des notes notes de synthèse provenant des centres de recherche en Chine et des médias chinois, que la Chine a préparé un scénario, elle a fait ses prévisions et qu'elle a stocké beaucoup de barils de pétrole pour se préparer éventuellement à cette coupure, à cette privation du pétrole iranien. Mais la Chine va vraiment avoir elle va vraiment avoir beaucoup de difficultés à gérer les conséquences économiques de cette guerre. Alors, Shinit Fodel, Abdo, cette guerre sera-t-elle économiquement un avantage pour l'Algérie? Merci, non, pas du tout. Elle ne sera pas du tout un avantage. J'ai répondu à cette question tout un moment. Je l'ai dit, un baril de pétrole, dans la configuration actuelle de l'Algérie, un baril de pétrole dont les prix augmentent n'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est une fausse bonne nouvelle.
Je dis bien, c'est une fausse bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où on aura des revenus pétroliers et gaziers plus importants. Sauf qu'on aura une inflation des produits, des matières premières que l'Algérie importe et qui sera très importante. Et on aura une facture d'importation qui va peser énormément sur les finances du pays. Et ce n'est plus une bonne nouvelle. Pourquoi? Alors, au début des années 2000, l'Algérie a profité du boom pétrolier, notamment de 2008 à 2011, 2012, parce que l'Algérie produisait plus de 1 million de barils de pétrole jusqu'à 1 300 000 barils de pétrole. Et qu'on pouvait exporter entre 800 000 900 000 barils de pétrole. Là, en ce moment, on produit 900 000 barils de pétrole. Et on a presque 400 000 et quelques, presque 500 000 pour le marché local. On a 400 000 et quelques pour les exportations. Donc on ne va pas beaucoup en profiter. On ne va pas beaucoup profiter, attention. C'est un mythe de croire que l'Algérie va beaucoup profiter. On n'est plus un pays de 30 millions d'habitants. On est un pays de presque 50 millions d'habitants. On ne peut pas gérer l'inflation importée, elle sera galopante. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, et elle aura un impact désastreux sur les finances de l'Algérie. Si j'augmente mes revenus du pétrole et du gaz, mais je dois par la suite trouver des moyens pour faire face à l'augmentation de ma facture des importations, alors le régime Tebboune, il va limiter les importations certainement, mais après, il y aura des pénuries. Tu peux pas limiter l'importation de l'huile, du sucre, des céréales, du café, du riz, des légumes secs. Tout ça va augmenter. Tout ça va augmenter. Mécaniquement et automatiquement après une augmentation du baril du pétrole. Parce que quand l'énergie augmente, la production des matières premières agricoles augmente, la production des équipements industriels augmente, la production de tout ce qui est produit manufacturier augmente. Allez, on rajoute 10 minutes encore et on termine ce live, comme ça à minuit. On va aller refaire une autre, on va actualiser les informations encore une fois. Et on fera un deuxième live demain, Inch'Allah. Alors, une autre question sur YouTube peut-être? Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux sur TikTok. Mehdi, l'homme de la situation, franchement... Oui, l'Amamra, il a du génie, c'est un bon connaisseur des relations internationales, il a un très bon carnet d'adresses. Effectivement, c'est le régime iranien chute. Je pense pas que Tebboune au pouvoir est une bonne nouvelle pour l'Algérie. Je vous dis la vérité. C'est le régime iranien chute. Il faut un changement de régime urgent en Algérie parce qu'on va avoir plein d'ennemis. Plein d'ennemis. Le rival marocain, le régime marocain, il va en profiter pour essayer de rentabiliser au maximum son placement et son investissement sur Israël si Israël gagne cette guerre contre l'Iran. Et l'Algérie va se retrouver avec le discours très musclé d'Abdelmajid Tebboune contre Israël et l'instrumentalisation de la politique anti-israélienne pour des considérations politiques internes. Je vous rappelle qu'Abdelmajid Tebboune, il a construit il a construit en partie sa légitimité sur la lutte, sur la diabolisation et la criminalisation de tout lien avec Israël. Si maintenant Israël détruit l'Iran, le régime iranien, et que le régime iranien sombre, que le régime algérien se retrouve être le dernier régime nationaliste, pana-arabe, pro-palestinien et anti-israélien, on sera dans une situation très difficile. Très très difficile. Donc je pense qu'il est clair que un homme comme l'Amamra pourra gérer sa situation avec beaucoup plus de sagesse. Il faudra que le régime algérien se déradicalise, qu'il fasse des efforts pour trouver sa place dans cette nouvelle scène internationale complètement chamboulée. L'effondrement du régime iranien, ça sera un cataclysme. S'il se produit, il peut se produire, attention. Plusieurs experts disent que c'est vrai que le régime iranien il a survécu plus de 50 ans, il a survécu pratiquement 4 décennies, voilà, 4 à 5 décennies à toutes ces crises, il a relevé tous les défis, mais là aujourd'hui avec la mort de Khamenei, est-ce que sa succession pose problème? Vous avez une population qui se révolte de plus en plus, qui en a marre de l'isolement, qui en a marre de l'embargo international, qui en a marre de la théocratie, qui en a marre de cet Iran qui est géré par des religieux déconnectés de la réalité. Donc, il faut savoir
que le régime iranien aujourd'hui, il peut tomber. Il y a un contexte économique qui est très dur pour l'Iran aussi, un contexte économique vraiment dur pour l'Iran, avec une inflation énorme, avec une misère sociale énorme, avec un appauvrissement énorme. L'économie iranienne, elle a montré des signes d'affaiblissement très dangereux, et puis les Iraniens, ils voient bien que les Chinois et les Russes ne font rien pour eux. Les Chinois, ils peuvent faire quoi? Envoyer des aides. Comment et est-ce que la Chine va oser entrer en confrontation militaire avec Israël et les États-Unis d'Amérique? J'en doute. Et puis la Chine, elle est bloquée parce que l'argument officiel des États-Unis d'Amérique et d'Israël est d'empêcher l'Iran d'avoir une bombe nucléaire pour déstabiliser la région, pour protéger la sécurité régionale. Comment la Chine peut justifier une intervention près de l'Iran? Et est-ce que la Chine a la capacité d'intervenir au niveau de... La Chine n'a jamais mené une guerre extérieure, très loin de ses frontières. La dernière intervention militaire chinoise était en 1950, les années 50, en Corée, dans la guerre de Corée. L'armée chinoise, on ne sait pas ce qu'elle vaut. Il faut dire la vérité, on sait ce que vaut l'armée américaine. Elle a perdu le Vietnam, certes, mais elle a dominé l'Irak, elle a conquis l'Afghanistan, elle a fait des interventions, l'armée américaine, elle est présente sur tous les continents, elle a des bases militaires importantes, partout, elle a des l'armée chinoise, qu'est-ce qu'elle vaut? On ne sait pas ce que l'armée chinoise, mais on ne sait pas ce que l'armée chinoise va valoir. Donc, l'effondrement du régime iranien aujourd'hui, il est une forte probabilité. Vraiment une forte probabilité. Allez, encore une question sur YouTube. Allez. Alors, bonsoir sur YouTube. Atla, bonsoir Monsieur Samal. Pensez-vous que Tebboune sera le suivant? Non, non, Tebboune n'est pas une menace pour Israël. Faut arrêter. Tebboune n'est pas une menace importante ni pour Israël ni pour les États-Unis d'Amérique. Faut arrêter. L'Algérie n'a jamais été une menace existentielle contre Israël. L'Iran est une menace existentielle contre Israël. C'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie n'a pas de programme. D'abord, elle est très loin d'Israël géographiquement. L'Algérie n'a pas de programme d'enrichissement de l'uranium, n'a pas un programme pour fabriquer la bombe nucléaire. L'Algérie n'a pas de technologie militaire importante. Elle ne fabrique pas des drones iraniens comme les drones iraniens, des drones sophistiqués comme les drones iraniens. Elle ne fabrique pas des missiles qui font 2000 km comme les missiles iraniens. Et voilà, l'Algérie n'a pas un géant qui menace Israël comme le géant iranien. C'est deux choses différentes. L'Algérie ne soutient pas le Hezbollah militairement et financièrement. Elle ne soutient pas le Hamas financièrement et militairement. Il n'y a pas de raison. Là, Israël ne voit, pour Israël, l'Algérie n'est qu'un pays qui parle. C'est vrai, il est anti-israélien, il est anti-sioniste, mais beaucoup plus pour la consommation intérieure. C'est pas une menace. Pour les États-Unis d'Amérique et pour Israël, l'Algérie, le régime algérien n'est pas une menace existentielle. C'est un pays en Afrique du Nord qui a des valeurs, qui a un passé, qui a des positionnements quelquefois problématiques, qui a des prises de position quelquefois qui peuvent énerver les États-Unis d'Amérique et Israël, mais pas plus ni moins. C'est pas une menace existentielle. Donc c'est pas une priorité. À l'Algérie, c'est pas une priorité pour Israël. Là, par contre, soutenir le Maroc contre l'Algérie, ça peut. Les Israéliens peuvent affaiblir, ils peuvent déstabiliser l'Algérie dangereusement, et peuvent étouffer l'Algérie dangereusement en soutenant tous les rivaux de l'Algérie dans la région. Ça, c'est possible. Avec les Émirats Arabes Unis, avec le Maroc, avec le maréchal Haftar en Libye, avec éventuellement les États du Sahel. Israël, si elle règle le problème du régime iranien, elle va vouloir par la suite, le deuxième objectif d'Israël à mon avis, c'est de normaliser toutes ses relations avec le monde arabe, le voisinage et le monde musulman, et d'imposer à tous les pays arabes et musulmans son existence, et la reconnaissance officielle de son existence. Et à ce moment-là, oui, il est possible mais les Israéliens ne vont, pour déranger l'Algérie ou pour la déstabiliser, n'ont pas besoin d'user de grands moyens. Ils peuvent miser sur ses rivaux, ils peuvent susciter, on voit bien qu'il y a une droite israélienne, il y a des lobbies israéliens qui suscitent beaucoup, qui soutiennent beaucoup le MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, donc la carte du séparatisme, la carte de la division de l'Algérie, empêcher l'Algérie de profiter des investissements internationaux, de profiter d'une certaine modernisation grâce à des investisseurs étrangers, de conquérir des marchés internationaux. Ça, c'est complètement possible.
Ça, c'est possible. Mais l'Algérie n'est pas une menace existentielle pour le régime, pour Israël, comme le régime iranien. On est dans deux. L'Iran est un véritable géant. Là, le régime algérien, c'est du carton par rapport au régime iranien. Et l'Iran fabrique des armes, elle fabrique des chars, elle fabrique des voitures. Elle est en train de fabriquer, elle essaie de fabriquer une bombe nucléaire. Ah non, c'est pas un pays de Hamoud Boualam ou de Qalbelouz. L'Iran est une véritable puissance. Qu'on le veuille ou non, c'est une véritable puissance régionale et locale avec des fondamentaux solides. C'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays important dans la région, en Afrique du Nord. Mais il faut pas déconner, on n'est pas ni d'ailleurs aucun pays maghrébin n'est véritablement une puissance. L'Algérie, le Maroc, tout ça, la Tunisie, on est des pays ultra sous-développés par rapport à l'Iran. On n'a pas les mêmes infrastructures économiques, on n'a pas les mêmes infrastructures militaires. On achète des armes à la Russie, mais on n'a pas les drones, on n'a pas les missiles balistiques, on n'a pas les moyens militaires dont l'Iran dispose. Donc il faut arrêter de croire que l'Algérie peut hanter ou peut déstabiliser Israël. Les Israéliens le savent très bien. Et d'ailleurs, c'est pas du tout une priorité. La priorité d'Israël, c'est de sécuriser son voisinage, d'éliminer toutes les forces qui lui sont hostiles dans son voisinage immédiat. Maintenant, sur Axe qui va être dans le nouvel ordre mondial qui va être le dessiné, quelle est la place de l'Algérie? Alors là, ça va être très compliqué de trouver des réponses. Est-ce que l'Algérie va pouvoir s'adapter à un nouvel ordre mondial où le régime iranien se serait effondré, où Israël impose une supériorité militaire et technologique et donc une forte domination politique? Ça va être un problème. Vraiment, ça va être ça va être problématique. Je pense qu'il nous faut un autre président que Tebboune pour adopter un autre langage, beaucoup moins radical. Il nous faut quelqu'un comme Bouteflika, quelqu'un qui est sage, qui est pragmatique, qui saura défendre les intérêts suprêmes de l'Algérie, qui saura défendre sa sécurité nationale faisant de bons choix qui peuvent nous garantir la paix à nos frontières et la sécurité à nos frontières, tout en respectant l'impératif de développement. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que nous avons été utiles. On va pas beaucoup s'attarder aujourd'hui. On va suivre ce qui va se passer autour de ce conflit. Et on vous donnera rendez-vous, Inch'Allah, demain pour d'autres explications, d'autres éclairages, d'autres décryptages et d'autres analyses. On va suivre encore l'actualité qui évolue, on ne sait pas, on attendra. Alors, ce qu'il faut absolument suivre maintenant, c'est la confirmation officielle de la mort de Khamenei. La mort de Khamenei, encore une fois, est pour moi une étape importante dans ce qui pourrait être aujourd'hui une préfiguration pour la chute du régime iranien. Et je pense que cette guerre va durer au moins une dizaine de jours d'ici la fin du mois du Ramadan. Et ce sera un grand test pour Israël et les États-Unis d'Amérique et pour l'Iran. On verra ce que la Chine pourra faire pour l'Iran. On verra enfin la solidité du régime iranien. Et encore une fois, surveiller de près ces événements parce que nous sommes à l'aube d'un nouvel ordre régional et international et face auquel l'Algérie doit s'habituer, doit s'adapter. Elle doit relever le défi de trouver une nouvelle place parce que le monde est en train de muter, est en train de changer dangereusement.